Alors justement, il n'y a pas encore eu de décision de justice, mais l'Union des étudiants juifs de France vient d'obtenir gain de cause de la part de Twitter. Les tweets antisémites vont être retirés. Bonjour Jonathan Ayoun, venez vous installer. Vous êtes justement le président de l'UEJF. Olivier Tesquet est avec nous aussi pour en parler. Bonjour Olivier, journaliste à Télérama et spécialiste des réseaux sociaux. Jonathan, c'était le pot de terre contre le pot de fer. Vous avez gagné? On est satisfait. Twitter a répondu à notre demande et va donc retirer les tweets antisémites et également les tweets racistes sur signalement. Mais ce n'est qu'une des réponses à notre demande et le chantier est encore grand. Il va falloir notamment pouvoir faire en sorte que le sentiment d'impunité des utilisateurs de Twitter cesse, qu'ils arrêtent de considérer cet espace d'échange comme un jeu virtuel. On pourrait tout dire sur Twitter. Et non, on est responsable de ce qui est dit. Valérie Trierweiler l'a appris à ses dépens d'ailleurs. Mais il est important pour nous de pouvoir continuer le combat et c'est pourquoi nous allons tout de même saisir la justice et poursuivre Twitter pour qu'il puisse permettre, selon une décision de justice donc, de donner les identifications des auteurs de ces propos-là. Parce que c'est ça. Pour l'instant, ils vous ont dit on veut bien faire disparaître les messages, qui étaient d'ailleurs non dans un premier temps. Finalement, ils acceptent, mais pas de vous donner les adresses IP. Donc, vous ne pourrez pas faire de procès aux personnes qui ont tenu ces propos si elles sont anonymes sur Twitter, ce qui est quand même souvent le cas. Voilà, la justice ne pourra pas poursuivre les auteurs de ces propos-là. Et or, si on veut aussi lutter contre ce phénomène qui arrive en page d'accueil de Twitter, il faut bien sûr responsabiliser Twitter, ce qui donc a été obtenu après une longue bataille aujourd'hui, mais il faut également qu'ils puissent considérer qu'en France, eh bien, si on veut poursuivre des personnes qui tiennent des propos racistes ou antisémites dans la rue, on peut le faire. Et bien sur Internet, on doit pouvoir le faire également. Ils doivent être des partenaires. Et si on doit passer par la justice pour qu'ils se soumettent à la loi française, nous le ferons. Nouvel espace public où la loi s'applique. Olivier, c'est assez surprenant parce que là, ils font un pas en avant et mais en même temps, ils vont pas jusqu'au bout. Jusque-là, Twitter, c'était nous, on est juste un tuyau. Hein, Alors, c'était ça, mais ça tendait à l'être de moins en moins, puisqu'au mois de janvier, je rappelle qu'ils avaient mis en place déjà un système de reporting comme ça pour permettre aux autorités de signaler des contenus qui n'étaient pas légaux dans leur pays. Donc, notamment en France, les insultes racistes et antisémites sont punies par la loi. Donc, c'est finalement assez logique qu'ils se plient à ça. Et si je regarde l'actualité très récente, ils viennent aussi en Allemagne de bloquer un compte Twitter néo-nazi. C'est une première. Sur une demande de la police allemande, obéissant donc finalement au même... Et donc on peut géo-bloquer un compte, c'est-à-dire que ce fameux compte néo-nazi dont vous parlez, il est bloqué en Allemagne, mais toujours accessible depuis les États-Unis et depuis la France. Mais les Allemands ne peuvent plus voir ce compte. Je suis pas allé vérifier comment ça se passait en termes de filtrage du compte en question. Ce qui est sûr, c'est que s'il y a un signalement dans un pays donné parce qu'un compte ou un hashtag ou un tweet contrevient à ce que prévoit la loi, il y a possibilité de le faire. Donc ça existait déjà quand même. Oui, alors sauf que j'ai regardé sur Internet, un peu plus de 100 000 signalements en 2011 à la cellule au ministère de l'Intérieur qui est spécialisée, 933 suivis d'enquête. Donc comme quoi... Et d'autant plus, alors sur Twitter, c'est un peu le côté très vicieux du reporting tel qu'il existe aujourd'hui, c'est que c'est un peu corrélé au bruit médiatique. C'est-à-dire que j'ai tendance à penser que Twitter a reculé dans cette affaire parce qu'il y a eu plusieurs associations, dont l'Union des étudiants juifs de France, qui sont montées au créneau. L'affaire est montée dans la presse et donc du coup, en termes de relations publiques, ça a commencé à faire un peu désordre pour Twitter qui a décidé de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Mais ce genre de choses, on les voit assez régulièrement. Mais Jonathan, puisqu'on parle de bruit médiatique, justement, le fait vous avez réagi immédiatement, hein, ce qu'on peut tout à fait comprendre, mais est-ce que ça n'a pas, du coup, participé du déferlement de violence? Lorsque ça arrive en page d'accueil de Twitter, le silence normaliserait, banaliserait ce type de propos. On le sait bien. C'était dans les 3 mots, j'explique, hein, mais en fait, il y a un classement en page d'accueil de Twitter où on voit les sujets les plus discutés en ce moment. Et le hashtag un bon juif était dans les 3 sujets les plus consultés. Donc la question ne se pose pas, évidemment, on réagit forcément tout de suite et on fait un communiqué tout de suite. La question aurait pu se poser, mais lorsque ça atteint un tel niveau, on ne peut pas rester silencieux. Ça serait participer à une normalisation, une banalisation de ces propos-là. Et on le sait bien, la diffusion massive de propos racistes et antisémites sur des médias, sur des sites d'information, sur des ondes à grand public, pourrait être le prémisse à des crimes racistes et antisémites. L'histoire nous l'a malheureusement prouvé. En 94 au Rwanda, le génocide a démarré par des appels au meurtre sur la radio Les Mille Collines. La Shoah en est malheureusement un autre exemple aussi par le passé. Eh bien, avoir des appels au meurtre qui arrivent sur la page d'accueil de Twitter, sollicités, soumis par la page d'accueil de Twitter, c'est extrêmement inquiétant. Et si on ne réagit pas à ce moment-là, alors on devra attendre quand. Voilà pourquoi nous n'avons pas hésité longuement pour amener le sujet dans la sphère publique. En effet, le bruit médiatique a fait en sorte que Twitter
commence à prendre ses responsabilités, je pense que c'est aussi la menace de responsabilité pénale pour le président de Twitter que nous comptions poursuivre dans un deuxième temps, qui a aussi fait en sorte que entre la discussion d'il y a quelques jours avec Twitter, où ils nous ont fait une fin de nous recevoir, on a passé 1 heure avec Twitter au téléphone avec San Francisco, ils ne voulaient pas prendre la mesure du racisme et de l'antisémitisme en France, et bien le lendemain, ils nous ont rappelé pour nous dire nous allons les supprimer. Et je pense que la responsabilité pénale du président de Twitter n'y est pas pour rien. Et vous allez attaquer systématiquement dès qu'il y a un dérapage de cette sorte-là, vous allez y aller systématiquement. On va le signaler, mais nous n'avons pas vocation à être les éboueurs du net. Bien sûr. Il va falloir inventer de nouvelles formes de lutte contre le racisme et l'antisémitisme sur Internet. C'est pourquoi nous rencontrons Fleur Pellerin un mardi matin. Il va falloir aussi faire en sorte que la justice s'empare et que le ministère de la Justice saisisse plus souvent le parquet. Il va falloir que le système Pharos, le système de signalement du ministère de l'Intérieur, soit plus connu, soit plus mis en avant. Pas très utilisé en effet. Et Olivier, est-ce que vous avez l'impression que on va modifier la nature des réseaux sociaux s'ils doivent respecter les lois des États? Là, on comprend tout à fait le bien fondé. Est-ce qu'après, chaque pays pourra dire moi, le message à propos de tel sujet, je veux plus les voir chez moi, moi, tel pays... une censure un peu plus importante, quoi. Il y a un triple problème par rapport à ça. Le premier, c'est que Twitter est une entreprise de droit américain et que donc pour demander les adresses IP, c'est effectivement compliqué parce que d'autant plus qu'ils n'ont pas de représentation pour le moment en France. Donc comment faire pression Comment faire pression? Le deuxième problème est un problème de filtrage a priori qui est toujours difficile à mettre en œuvre. C'est-à-dire que Twitter pourrait décider, ces messages pourraient même pas être diffusés. Voilà, on pourrait faire du blocage sur certains mots-clés, etc. Mais ce qui fait de façon préventive est assez difficile à mettre en œuvre. On l'a vu sur le filtrage dans d'autres domaines. Et puis après, le dernier aspect, c'est le problème strictement juridique de savoir quelle est la nature juridique d'un tweet. Est-ce que c'est un espace public? Est-ce que c'est un espace privé? Et pour l'instant, la jurisprudence en la matière, elle est très très légère. C'est-à-dire que les seuls cas de jurisprudence qu'on a sur des cas liés aux réseaux sociaux et l'utilisation en tant qu'espace public, c'est des gens qui ont perdu leur emploi à la suite d'invectives vis-à-vis de leur employeur, etc. Et alors, la plupart du temps, la justice a tranché en leur faveur en disant que Facebook, en l'occurrence, c'était souvent ça qui était incriminé, était un espace privé. Mais aujourd'hui, on est face à ce flou législatif. Avec le problème que Twitter est effectivement peut-être un peu plus un espace public puisque les tweets sont publiés, quoi. Alors que sur Facebook, on a un mur. Il peut aussi avoir cette différence que quelqu'un peut par exemple publier un tweet sur son compte qui est un compte protégé, qui ensuite est retweeté par un compte qui lui est un compte public. Ou public. Vous avez l'impression, qu'il nous reste plus qu'une minute, que c'est pire en ligne que dans la rue? On parlait de la rue tout à l'heure. C'est pas un miroir de la société et ça a l'air plus violent sur Internet, c'est ce que vous dites? Oui, par un phénomène collectif, on se désolidarise de sa responsabilité. Sous couvert d'anonymat, certains, il y a une plus grande permissivité pour beaucoup. Donc oui, le phénomène est beaucoup plus violent et beaucoup plus fort sur Internet, qui serait considéré comme un lieu virtuel, un jeu. On viendrait faire un jeu virtuel. Non, ce n'est pas un lieu virtuel, c'est un lieu aussi réel que la rue. Et ces propos-là, on le sait bien, quand il y a quelques semaines, la cellule islamiste terroriste qui a été arrêtée, leur lieu d'inspiration, leur lieu de connaissance, c'était Internet. Et c'était notamment en utilisant Twitter, c'était notamment en allant sur des comptes de personnalités telles que Alain Soral ou Dieudonné qu'ils ont puisé leur haine. Donc Internet n'est pas un lieu virtuel, c'est malheureusement un lieu qui peut entraîner des passages à l'acte extrêmement violents. Merci beaucoup, merci à tous les deux en tout cas d'être venus nous voir pour parler de tout ça.